Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du CQFR. Il n'y a plus de match NBA, mais il y a évidemment toujours de l'actualité. Il y en aura peut-être même encore plus que pendant la saison, vu que la free agency approche. Il y a la draft aussi d'abord, mais des moves qui se préparent. On va parler un peu de tout ça et on va parler notamment des Pistons, Shai, qui ont renvoyé finalement Monty Williams. On l'avait presque annoncé Ouais. involontairement en pensant que c'était déjà fait. Et au Oui, je final, me rappelle, c'est vrai. Bah, tu vois, tu avais raison, c'est tout, c'était la prophétie. non, mais je pense que tout le monde l'avait un peu senti venir à Mmh. partir du moment où il y a eu un nouveau GM. Il y avait quand même carrément le propriétaire qui avait déclaré bon, je suis prêt moi à payer de toute façon ce qui reste. Enfin, il l'avait déclaré en off, c'était sous Ouais. forme de source, mais je suis prêt à payer ce qui reste si mon GM, Trajan Langdon, veut changer de coach. Et effectivement, les Pistons ont quand même filé 6,5 millions à Monty Williams. Ils l'ont licencié au bout d'une saison. Ça n'a pas du tout pris avec Detroit. Bon, j'imagine que tu n'es pas surpris de voir Monty Williams se faire virer. Non, non, bah, enfin, vu que ça traînait un peu, je me demandais, la nomination de Trajan Langdon, laissait supposer qu'il y aurait peut-être un changement. On se méfie toujours quand il y a des contrats aussi élevés et autant d'argent à donner. Tu peux te dire: «Ils vont peut-être attendre encore une année». Ils sont pas, théoriquement pressés de passer à l'étape suivante, mais ils sont là pour le coup, ils ont quand même été pressés et Langdon veut son coach. C'est une relation importante entre le la direction et le coach. Ce sera lui qui l'a choisi. Et bah, écoute, il avait signé pour 6 ans et 78,5 millions de dollars, donc on va pas plaindre Monty Williams, hein. Il entre le chèque de départ et ce qu'ils doivent encore lui donner, il va très bien rebondir. Je me demande s'il va rebondir directement dans une des franchises qui a pas encore de coach, c'est une possibilité. Parce que si tu te souviens bien, les Lakers, étaient les rumeurs indiquaient que les Lakers pouvaient être potentiellement intéressés. Maintenant qu'il est libre, est-ce que la piste va être relancée? Ce serait intéressant parce que même si là, enfin, on peut pas dire autre chose que l'expérience a été un fiasco total parce qu'il est arrivé avec une cote assez importante quand même. Il y a pas longtemps, il était en finale NBA avec Phoenix. C'est un coach qui a une bonne réputation et bah, cette saison, les Pistons ont quand même fait la plus longue série de défaites de l'histoire de la NBA. 14 victoires seulement, si je dis pas de bêtises, sur l'ensemble de la saison, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Enfin voilà, une saison, dramatique, même si, on s'attendait pas à ce qu'ils fassent les playoffs, mais au moins, que ça aille dans le bon sens. On n'a pas vu toutes ces choses-là et donc le choix en lui-même est pas étonnant. Le fait que ce soit le proprio, qui ait, insisté pour que ça se fasse aussi parce qu'il voulait que Langdon ait son coach, ça m'étonne pas non plus. Maintenant, on attend de voir le nom du prochain coach. Là aussi, les noms récurrents des dernières semaines, c'est-à-dire JJ Redick, c'est-à-dire James Borrego, Kenny Atkinson, vont vite aussi revenir dans la discussion parce que c'est un projet, où il y a moins de pression qu'aux Lakers, par exemple, et ça peut intéresser un coach, jeune comme Redick, ça peut intéresser un coach en quête de relance comme Borrego. Donc voilà, affaire à suivre maintenant. Je ne sais pas si Reddick il veut former des joueurs. Mmh. Je sais quand je l'entends parler au final, je même pas parler du coaching, mais sa manière de parler de basket, j'ai l'impression qu'il veut déjà des mecs avec qui il peut tout de suite mettre en place des systèmes forts, Ouais. créer du jeu. Là, c'est autre chose en fait à Detroit. Tu n'es même pas sur quel système tu vas utiliser. Il faut déjà que tu aies des joueurs capables de jouer, de jouer à ce niveau-là en NBA. Je vais revenir un peu sur les 5 dernières années de Detroit quand même en termes de victoire. 20 en 2019-2020 avec Dwayne Casey. Ils ont gardé que Dwayne Casey 4 ans. 20, 20, 23, 17. Ça, c'est les 4 saisons avec Dwayne Casey. C'est à te demander, mais pourquoi ils ne l'ont pas même renvoyé plus tôt ça, Mmh. tu vois, au final, ça ne marchait pas quand même pour le développement, ça ne marchait pas. Il faut venir Monty Williams sur 6 ans pour un contrat énorme, comme tu l'as dit. Il gagne 14 matchs. Il passe de 17 à 14 matchs. Dans le lot, ils ont drafté des mecs. Je pense pas qu'ils aient forcément mal drafté, mais en tout cas, ça n'a pas fait décoller l'équipe. Après, Kate Cunningham a eu des blessures. Là, il y a deux grosses décisions. C'est qui tu draftes en 5. J'ai l'impression que Matas Buzelis, c'est presque le pic parfait pour eux et ça devrait être un joueur disponible. Et il faut trouver le bon coach parce qu'il est temps de décoller quand même. Il est temps de décoller du côté de Detroit. Je pense, je le répète, un 5 Cunningham, Ivy, Butzelis, Thompson et Duren, c'est un 5 jeune qui est censé être prometteur et qui devrait quand même gagner quelques matchs. Donc, il faut trouver le mec qui est capable de faire jouer ces mecs-là ensemble. Il y a une vraie bonne décision à prendre de la part de Trajan Langdon. Il y a Enfin, il y a une vraie décision mmh. importante plutôt à prendre dès son arrivée. La question aussi la plus importante, c'est vraiment de savoir s'ils ont le joueur qui est capable d'incarner un peu leur avenir parce que Cunningham est très, très talentueux. Est-ce que c'est le gars sur lequel tu peux te dire: «De toute façon, on va pouvoir développer tout le monde autour de lui parce que c'est un all-star, indiscutable, et franchise player incontestable pour les prochaines années». Il va devoir le montrer parce que le talent, on l'a vu, hein, je veux dire c'est pas parce qu'ils ont fait 14, victoires qu'on n'a pas vu que par instant il était vraiment très fort.
Est-ce que ça peut être le joueur, est-ce que ça peut être le joueur autour duquel tu articules le projet? C'est une autre question, ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'y crois à ce mec quand même, à Cade Cunningham. Alors, j'y crois dans des proportions limitées. Je me dis que ça peut être un joueur fort. Après, je pense pas que c'est forcément nécessairement un vrai franchise player. Mais tu vois, quelque part, si ça devient un jour un mec comme, en termes de niveau, comme des Aaron Fox, tu vois, Je des pensais Aaron à Fox. lui, je pensais à lui. Déjà ça, ce serait déjà bien. Ils Ouais. ont pu amorcer cette trajectoire ascendante. Et c'est ce qu'on peut souhaiter à Détroit. Ils n'ont pas besoin d'un top 5 player. Fox, ce sera jamais un top 5 player, mais au moins quelqu'un capable de les ramener dans la bonne partie du classement, de leur faire jouer des matchs de playoff. Rien que ça, déjà, ce serait bien. Et je pense que Duren a un gros potentiel au passage. Ce sera pour jamais être ton option offensive numéro 1, mais je pense qu'il y a un Ah vrai ouais, mais gros. les joueurs en eux-mêmes, il y a des joueurs intéressants. Même Ozar Thompson, défensivement, c'est super. Jaden Ivey, on a vu des flashs intéressants aussi. Cunningham, comme on l'a dit, c'est un très très bon joueur. Duren, j'aime beaucoup. Ils vont encore drafter du monde. Voilà, on veut juste voir un peu à quoi ressemblera l'équipe après, quoi. Parce que une saison, là, ça va encore être une saison compliquée. Il faut pas se mentir, hein. Ils seront dans, ils seront dans la discussion pour Cooper Flag, je pense. Si, bah, tu Tu vois, typiquement, penses? si, Ouais, oui, bah, à tu ce penses pas point? qu'ils vont finir bottom 3 de la ligue? Non. Ok, bah, peut-être, hein, mais si S'il on y a des considère que, je sais pas, attends. bah, Là, je si, parle si peut-être on trop vite. considère, si on considère que dans les équipes qu'on finit à la fin, les Spurs vont en sortir, par exemple, faut bien quelqu'un pour les Ouais, remplacer, donc il faut mais voir. attends. Ouais, ça m'intrigue, ça, maintenant, j'ai envie de regarder. Je pense que, évidemment, ma page des classements ne se lance pas sur NBA. C'est comme ça que je fais pour voir les équipes. Alors, attends, je vais aller sur Oops Hype. Pas Ça de souci. m'intrigue, là. Bah, Tu m'intrigues, ouais, je veux réfléchir à cette question. Je ouais, pense que Portland va ouvertement viser Cooper Flag. ok. Je pense que Utah va ouvertement viser Cooper Flag. Ça fait que là, on est d'accord. Là, les 3 derniers, Ça c'était fait- Portland, Washington, Détroit. Ouais, Ok. Washington va être plus bas. Ouais. Là, ils ont Ouais. esquivé le finir devant Détroit, mais là, Washington va être plus Bon, bas. en tout cas, ils seront à la lutte parce que Charlotte va essayer de gagner un peu plus de matchs, à mon avis. Charlotte sera mieux classé, ça j'en suis sûr. San Antonio sera mieux classé. Oui, là je suis d'accord avec toi. C'est vrai que Toronto, ça se c'est discute. compliqué quand même. Ouais, oh là là là. Mais Ouais, après, t'as mais en pas tout tort, cas, hein, en t'as tout pas cas, tort. ils seront dans ces eaux-là. Ils Et seront s'il y dans a les moyen, 5 derniers, ouais. voilà. Ouais, Donc c'est vrai. c'est pas impossible de décrocher Cooper Flag. Et là, ton projet, il change totalement de visage. Mais bon, de toute façon, il sera bien temps de se pencher sur les Pistons une fois une fois qu'on verra la tête de l'équipe à la rentrée, la tête du coach. Déjà, voilà, il reste encore tous ces paramètres-là. Ouais, t'as raison. Mais c'est presque une bonne nouvelle au final pour eux, du coup, d'être dans la lutte pour Cooper Flag. C'est juste, faut être un peu plus patient. Allez, vu qu'on parle de draft, on peut enchaîner avec la draft éventuellement de Bronny James. De toute façon, ça, c'est un sujet qui passionne en ce moment. Enfin, c'est un des sujets Ouais. les plus discutés, les plus médiatisés. Bronny qui a fait que 2 workouts pour Phoenix et pour Los Angeles, les Lakers. Et il y a Rich Paul qui nous parle beaucoup de Bronny et de son père LeBron. Forcément, ça va presque de pair, même si justement, lui rappelle encore une fois que LeBron n'a pas dans l'idée d'absolument jouer dans la même équipe de Bronny. Il parle beaucoup, Rich Paul, hein. Pour un agent et surtout un agent aussi high profile d'un mec comme LeBron, il parle beaucoup ces derniers temps. Là, donc on parlait hier du fait que Bronny visait, en tout cas son camp visait clairement les Lakers ou les Suns. Là, il est allé un peu dans l'autre sens en disant non, faut pas faire de lien de cause à effet entre là où sera drafté Bronny et ce que décidera de faire LeBron. Il a donné une interview à Jonathan Givony d'ESPN et elle était intéressante. Les déclarations sont intéressantes. Je vais vous les lire parce que ça montre à la fois que donc pour lui, c'est pas sûr du tout que Phoenix draft Bronny et que quelle que soit l'équipe dans laquelle atterrit Bronny, il n'y a absolument aucune garantie que LeBron décide d'y signer, que ce soit aux Lakers ou aux Suns. Donc il dit LeBron n'a pas dans l'idée qu'il doit absolument jouer avec Bronny. Si ça se produit, ça se produit. Si ça ne se produit pas, ça ne se produit pas. Il n'y a aucun deal en place qui assure aux Lakers que s'il draft Bronny avec le pick 55, LeBron prolongera. Si c'était le cas, je les forcerais à le prendre en 17, logique en termes contractuels, mais on n'a pas besoin de ça. Si les Lakers draftent Bronny, LeBron peut aussi ne pas prolonger. Et là, c'est la phrase assez intéressante, je trouve, parce que ça répond à la question est-ce que les Suns peuvent faire LeBron. Il a dit il n'ira pas à Phoenix pour un contrat minimum. Vous pouvez déjà rayer ça. Donc j'ai trouvé la déclat intéressante parce que ça montre que LeBron n'est pas non plus prêt à baisser ses prétentions salariales, celles qu'il connaît depuis toujours, quasiment depuis que c'est une superstar, juste pour se joindre à un projet qui est certes
séduisant. Si on te dit tu vas jouer avec Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal, c'est quand même cool. Mais il est visiblement pas prêt à faire le sacrifice financier qu'impliquerait un départ à Phoenix, que ce soit pour jouer avec son fils ou simplement pour avoir plus de chances de décrocher une bague. Allez, j'ai presque envie de faire une vieille théorie, mais elle est fumeuse. Moi, je vais te dire une autre partie de la côte qui m'intéresse. À Dallas, le GM Nico Harrison est comme un oncle pour Bronny. Petite phrase comme ça. Je sais pas si tu te souviens, ça fait quand même quelques années qu'il y a un espèce de petit rapprochement lointain entre LeBron James et Dallas. Ouais. Donc Nico Harrison, apparemment, c'est un ami de la famille. Les Mavericks, ils s'intéressent à Bronny. Ils pourront peut-être pas le drafter. Ouais. Les Mavs, mais non, vas-y. Non, je disais du coup, oui, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que Rich Paul a parlé de toutes les équipes qui étaient selon lui intéressées. Il n'y a pas que Dallas, mais oui, Dallas, ça fait partie des équipes intéressées, ouais. Oui, mais du coup, moi, je pense même pas à Bronny, je pense à LeBron. Les Mavericks, ils viennent de perdre la finale. Ouais. Tu rejoins pas une équipe qui a gagné le titre. Tu rejoins une équipe qui n'est pas passée loin de gagner. Ouais. Comment tu l'aides à passer un cap avec Luka, avec ton pote Kyrie, j'arrive tellement avec Luka qui est le mec qui est fan de toi, et tu joues un rôle de role player de luxe. Et les Mavs, évidemment, et pour l'instant, ils peuvent rien lui proposer d'autre que le minimum. Mais on est d'accord que le contrat expirant de Tim Hardaway Jr., ça va vite sauter, je pense, quoi qu'il arrive. Donc, tu as 16 millions de dégagés. Tu peux aussi te séparer de Dwight Powell. Bon, Maxi Kleber, c'est le meilleur pote de Luka Doncic, mais tu peux toujours se séparer de son contrat. J'imagine que si tu le vends à Luka Doncic, ouais, mais c'est LeBron qu'on met à la place. Enfin bref, après, tu vois, bon, il ne va pas défendre comme Derrick Jones Jr., mais je sais que c'est une théorie comment on dit, fumeuse. J'arrive pas à le tu sais, parfois, il y a des trucs. Non, mais il y a des trucs qu'on arrive à visualiser. J'arrive pas à voir LeBron avec un maillot de Dallas, en fait. C'est bizarre, hein. Et dans cette équipe, avec Luka et tout, ça me paraît. Mais peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, presque le meilleur argument pour l'attirer, c'est que c'est un fan hardcore des Dallas Cowboys en NFL et qu'il pourra aller au match plus facilement. Mais tu me donnes un argument de plus. Voilà. Je ne savais pas ça. Fan hardcore des Dallas Cowboys, voilà. Mais non. C'est lointain, mais voilà, j'ai mis mon chapeau de clairvoyante Bill, tu vois, le souvenir de Nostradamus Antoine. Non, j'y crois pas des masses non plus, honnêtement. Mais voilà. J'aime bien balancer des petites pistes comme ça pour essayer de créer une théorie du complot. Non, mais c'est notable parce que Rich Paul en a parlé. Et donc, pour rebondir là-dessus, ici de Dallas, avec la quote que tu as dit, c'est-à-dire le GM Nico Harrison est comme un oncle pour Bronny, il parle de Minnesota. Il dit on sait que Minnesota est intéressé, mais je ne sais pas du tout qui sera le propriétaire à la rentrée. Donc ça visiblement, c'est quand même un frein pour qu'il draft Bronny. Et il parle aussi de Toronto et dit que Masai Ujiri adore Bronny. Je ne pense pas non plus qu'il faille se dire Ujiri va vouloir drafter Bronny pour intéresser LeBron. Je pense pas que. Enfin, ce serait un beau clin d'œil à l'histoire. LeBron a tellement explosé Toronto en playoff que ce serait marrant qu'il finisse à Toronto, mais là non plus, j'y crois pas trop. Et pareil, je réagis sur Phoenix, j'y pense. Phoenix, ok, il ne signera pas au minimum, mais ça ne veut pas dire que tu peux écarter complètement la piste Phoenix, en fait. Il faut réussir à dégager la masse salariale, il faut dégager ça dépend combien, en fait, minimum, ça dépend combien il est prêt à accepter, en fait. Quelle est la question, ok, il ne prendra pas le minimum salarial, mais quel est le minimum qu'il est prêt à prendre? Parce que s'il prendre moins de 20 millions Moins de 20 millions, tu en fait, 20 millions si c'est 20 millions la somme, par exemple, 20 millions, ça se dégage. Parce que ça se dégage de la masse salariale. C'est soit Yusuf Nurkic, soit Grayson Allen. Tu vois, tu peux faire Allen et Little, Nurkic et Nasir Little. Enfin, tu peux dégager de la masse salariale. Après, honnêtement, je vois vraiment pas l'intérêt des Suns d'arriver avec Kevin Durant, LeBron James, Bradley Beal, Devin Booker. Tu vends des maillots et ta salle, elle est pleine tout le temps, quoi. Mais... Ouais, mais bon, ça fait quand même un... tu sais, au niveau de la narration, c'est ah là là, il y avait 4 stars, il y avait Durant et LeBron, et les mecs, ils sont sortis au 2e tour. Bon, après, voilà. Mais ça veut, encore une fois, c'est pas parce qu'il dit qu'il viendra pas au minimum que ça veut dire que c'est impossible. Ça peut être juste un message à James Jones, un des meilleurs amis de LeBron James, qui est le GM des Suns. En mode, ok, nous, on peut être prêts, mais
va falloir que tu fasses du taf d'abord, quoi. Dégage des mecs Ouais. de l'équipe, draft Bronny et fais-nous un peu de place. Et Bronny, ça sera un des mecs importants en plus de la rotation parce qu'il sera dans le rôle 3D aux côtés de son père et de Kevin Durant. Tu vois, c'est pas un scénario. Je pense, allez, si je devais, moi, dans ma tête, me dire les Ouais. 3 équipes qui peuvent signer, dans lesquelles on a une chance de voir LeBron l'an prochain, je mettrais Lakers en 1, Suns en 2, Mavs en 3. Voilà, ça serait dans cet ordre-là. Ouais, ça me semble, je vois pas tellement d'autres. Il y a toujours il y a toujours peut-être Miami en fond, mais alors je sais pas comment ça se ferait, hein, mais ils avaient parlé d'un retour à Miami, mais sinon, ouais, je vois pas tellement d'autres équipes intéressées qui pourraient lui l'intéresser sportif. Oui, New York, Cleveland peut-être, Cleveland à la limite pour un non, 8e retour. pas 3 fois, pas 3 fois. Faut Non, arrêter. je pense que ça va aussi. Vivre 3 fois de suite dans l'Ohio, c'est compliqué. Il a grandi Non. déjà. Bon, non, mais je suis assez d'accord avec ton truc. Savannah, elle va lui jeter un regard, genre, ouais, arrête tes bêtises. Arrête tes bêtises. Non, peut-être New York à la limite, mais. Ouais. Allez, je te propose qu'on enchaîne avec ce qui sera peut-être notre dernier sujet. Ouais. Paul George, il y a une quote très intéressante de Paul George, je vais essayer de la retrouver au moment où je te parle. Il est brutalement honnête sur les Clippers, même si Dans je son trouve podcast, de qu'il- toute façon, dans son podcast, dans il son est podcast, quand même, il est toujours très intéressant. Il est toujours cash. Il n'y a pas de souci avec ça, hein. c'est vrai. Et donc là, il parle du transfert de James Harden et de la dynamique qu'il y avait avant et après. Ouais. Donc il dit, on a commencé la saison en trombe. Tiens, d'ailleurs, il y a une petite faute d'orthographe de ma part, j'ai oublié le A. On a commencé la saison en trombe, tout le monde jouait bien, il y avait une bonne dynamique. C'était la première fois qu'on était tous en bonne santé depuis l'arrivée de Russell Westbrook. C'était comme un nouveau départ, puis on a fait venir James. Et ce n'est pas de la faute de James si on a eu des difficultés, mais on a perdu Rocco, donc Robert Covington, et Nicolas Batum dans l'affaire. C'était nos glue guys, nos défenseurs, ils nous donnaient de la taille pour jouer small ball. Après, il parle du fait qu'ils allaient au rebond, ça, j'ai coupé quelques passages. Ça n'a rien à voir avec le fait de récupérer James, un super joueur offensivement, mais en perdant ces gars-là, Kawhi et moi, on a été contraints de devenir des travailleurs de l'ombre, en plus du fait qu'ils devaient scorer en attaque. Perdre ces gars, donc Batum et Covington, nous a fait mal. Après, il dit quand même que James est un super playmaker, etc. Mais voilà, donc pour lui, il y a quand même eu un avant et un après le trade de James Harden, dans le sens où il a vraiment axé, il a insisté sur le fait qu'on a perdu Covington et Batum, et ça a été comment dire, décisif pour les Clippers. Ouais, c'est un peu curieux parce que d'un côté, je comprends ce qu'il veut dire parce que c'est effectivement des joueurs très importants, les glue guys en question, c'est vrai. Par contre, il ne faut pas oublier que même si au début, ça a été compliqué à un moment pour les Clippers après le trade d'Harden, Tyronn Lue avait même demandé 10 matchs pour trouver la bonne formule. Il y a un moment, il l'a trouvé et il faut se souvenir que les Clippers, pendant un moment durant la saison, c'était une des équipes les plus fortes de toute la ligue. On commençait même à se dire, ça y est, c'est peut-être la bonne année, Kawhi n'est pas blessé, ça s'articule bien, Russell Westbrook a trouvé son rôle, Harden est très bon, c'était le cas. Alors certes, il semblait y avoir un peu moins de profondeur, un peu moins de profil comme ceux de Batum et Covington, mais ça avait l'air d'aller. Et c'est après, avec la blessure de Kawhi notamment, et puis parce qu'il y a eu aussi un coup de pompe, que c'est parti. C'est devenu difficile. Tyronn Lue et les autres ont commencé à parler, même Paul George le premier dans son podcast a commencé à parler de l'identité soft, tout ça. Et j'avais été un peu interloqué à ce moment-là parce que j'avais pas trop compris. Les Clippers me semblaient pas être en grosse difficulté et visiblement il y avait quand même d'autres soucis en interne sur cette identité, le côté soft qu'il évoquait. Donc c'est très très honnête de sa part, mais et il dit bien, il dit c'est pas de la faute de James Harden, mais il dit bien aussi offensivement c'est très bien. Par contre en défense, il évoque même pas la question parce que c'est problématique pour lui. Ouais, un petit peu surprenant parce que j'ai pas eu l'impression que moi j'avais l'impression à un moment dans la saison que c'était vraiment une équipe qui était capable de faire des gros dégâts. Et le problème, finalement, ça n'a pas été l'arrivée d'Harden, ça a été la blessure de Kawhi, encore une fois, je pense. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Je suis pas convaincu par. Je trouve qu'en fait, au final, les Clippers sont quand même plus gagnés que perdus dans ce trade. Covington, il a très peu joué à Philadelphie, il n'a pas joué les playoffs, il a porté très peu, il apporte encore très peu, il a très peu joué, il est sur la fin. Batum, oui, on a vu que Batum a été bon avec les Sixers, il apporte quelque chose évidemment. Mais même tout ce qu'il dit, je comprends tout à fait. Les glue guys, des mecs qui défendent, tu n'as finalement pas un point faible défensif quand tu joues. Je comprends tout ça. Et malgré ça, je pense quand même qu'ils étaient plus forts avec Harden que sans lui. Et je suis un peu. On a commencé la saison très fort. Ils ont joué 4 matchs. Ils en ont gagné 3.
Tu sais contre qui ils ont gagné? Vas-y. Le Spurs, le Jazz et les Blazers. C'est ça les 3 victoires Ouais. des Clippers avant l'arrivée de James Harden. Mm. Et ils ont une défaite contre Orlando. Donc bon, excuse-moi, mais j'appelle pas ça commencer la saison très fort. Tu vois, il n'y a rien qui garantit que ça allait forcément continuer comme ça. Et comme tu l'as dit, ils ont été à un moment la meilleure équipe de la ligue pendant une longue période. Peut-être trop tôt, et tu as raison, c'est la blessure de Kawhi. De toute façon, ça revient à ça. Les Clippers, s'il n'y a pas Kawhi à 105% de ses capacités, s'il n'y a pas un Kawhi proche du Kawhi de 2019, et ça commence à remonter maintenant en 2019. Hein. Ouais. C'était il y a 5 ans en 2019, ça commence à être loin maintenant. Peut-être un peu, il va falloir qu'on actualise tout ça sur Kawhi, tu vois. Mais s'il n'y a pas ça, les Clippers peuvent pas être champions. Moi, il y a un truc qui m'intrigue. Alors, c'est marrant parce que Covington et Batum jouent tous les deux aujourd'hui aux Sixers ou Paul George est pressenti pour signer, Ouais. au passage. Mais là où ça m'intrigue, c'est qu'une déclaration aussi honnête, en fait, je me demande, c'est pas. En fait, tu l'as fait que si tu pars, non? Tu arrives à faire cette déclaration et après tu reviens dans le groupe? Je sais pas, Paul George, c'est pas la première fois qu'il fait ça, même précédemment à Indiana, il faisait déjà des trucs comme ça, au KC, même au début aux Clippers. Je pense qu'il essaye de. C'est quelqu'un d'assez honnête et qui dit ce qu'il pense. Hein. Parfois, ça peut être problématique, mais je suis pas sûr que ça veut dire qu'il parte, moi. Mais par contre, ouais, c'est sûr qu'après, les mecs vont peut-être dire, ah, t'es pas obligé de dire que le trade, enfin, ne serait-ce que les dirigeants, en fait, parce que là, il sous-entend qu'ils étaient bien sans Harden et que selon lui, ils auraient pu faire au moins aussi bien. Donc, et je sais pas. Oui, la rumeur la plus persistante, c'est les Sixers, et je pense qu'il serait pas mal aux Sixers. Hein, ça fera une belle recrue. Mais pour l'instant, je le vois toujours en priorité aux Clippers parce que c'est tellement important, je pense, pour les Clippers de le garder pour que le projet avec la nouvelle salle et tout parce que Kawhi a déjà signé, mais on sait que malheureusement, c'est pas fiable physiquement. Paul George lui-même n'est pas toujours fiable physiquement. Ils ont besoin de visages marquants. À mon avis, ils vont tout faire pour le satisfaire et pour qu'il reste au niveau financier, en tout cas. Moi, je penche beaucoup plus du côté il part. Il est parti d'Indiana quand il a senti en partie le vent tourner. Il est parti d'OKC quand il a senti en partie le vent tourner. Alors, pourtant, ils étaient dans une bonne équipe, hein, tu vois, OKC. Ouais. D'ailleurs, au passage, si Paul George revenait au Thunder, ça serait quand même une sacrée. Je trouverais ça très intéressant. Là, il joue avec Kawhi. Il a accepté le fait d'être deuxième option, Paul George. Par contre, je pense qu'il est conscient qu'il joue pour une première option qui ne le mènera pas au titre. Ce qui était différent en 2019, justement, quand il va aux Clippers, quand il demande à partir du Thunder, où il est avec Westbrook, il est quand même avec Westbrook, hein, et il demande à partir pour rejoindre Kawhi. Alors oui, il y a aussi l'idée d'aller à Los Angeles chez lui, mais il y a ce truc de je vais jouer avec Kawhi et on va gagner un titre. Je pense que 5 ans plus tard, tout le monde a compris que ça ne se fera pas. Là, il peut rejoindre soit Joel Embiid, meilleur joueur que Kawhi quand même aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Éventuellement, s'il veut, je ne comprendrais pas s'il allait à Orlando. S'il va à Orlando, là, effectivement, je ne comprends pas forcément, parce que oui, c'est un jeune projet, mais tu sais que tu ne vas pas gagner un titre. Donc là, comme tu l'as dit, autant rester à Los Angeles, prendre toute la thune, et voilà. Mais Philly, bon, j'ai dit OK, si, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment dans les tuyaux, mais tu jouerais avec Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams et Chet Holmgren, tu as des stars plus jeunes, et tu peux apporter ton expérience, et tu peux apporter plein de choses, et éventuellement passer ce cap. Mais ouais, Philly, j'ai l'impression que l'offre Philly, c'est tu vas jouer dans une autre grande ville. Je pense pas que les Sixers vont gagner le titre avec Joel Embiid et Paul George, mais lui, je comprends qu'il puisse y croire, tu vois. Ça me fait tellement. Enfin, tu sais, j'ai tellement eu l'impression que c'était un aboutissement pour lui de retourner à Los Angeles, enfin, de retourner là où il a grandi, dans la ville, ouais, c'était un fan des Lakers, certes, mais je l'imaginais pas, je l'imaginais vraiment finir sa carrière là-bas. Donc s'il part. Alors Philadelphie, c'est pas Oklahoma City, c'est pas le Midwest, c'est que t'as raison, c'est une grande ville. Lui en plus, c'est pas tellement les villes calmes et posées. On sait qu'il passe le plus clair de son temps à pêcher quand il joue pas, donc qu'il trouve un lac adéquat. Mais j'ai toujours eu dans l'idée qu'il finirait à Los Angeles parce qu'il avait tellement insisté sur le côté c'est chez moi, il faut absolument que j'y joue à un moment. Mais je garde, on verra, hein, mais je garde toujours en tête l'idée qui restera aux Clippers, même financièrement, ça fera peut-être sens pour lui aussi. Il faudra observer ça. Ouais, mais c'est sûr. Après, ça dépend combien. Parce que est-ce que les Clippers sont prêts à lui offrir le max du max? Enfin, ils vont lui donner le max salarial, mais est-ce que sur le plus grand nombre d'années, tu vois, est-ce que ça a même du sens pour les Clippers de lui donner le max sur le plus grand nombre d'années possible? Parce que les autres équipes aussi, elles vont lui filer le max.
Je veux dire, et même, regarde, et un autre exemple, les Knicks, si Anunoby décide de ne pas rester, Paul George, c'est pas une alternative plutôt cool? Enfin, je sais pas, Ah enfin, oui, ah bah si. mais bon, on verra. Effectivement, les Clippers ont aussi beaucoup de. Enfin, ça fait aussi beaucoup de sens pour lui de rester aux Clippers. Ça fera partie des feuilletons de l'intersaison. On pensait qu'il n'y avait pas forcément de star qui serait free agent. Mais au final, on se rend compte que Klay Thompson va sans doute devoir choisir une équipe, que Paul George va sans doute devoir. Paul George, oui, c'est ça, il a une option à 48 Ouais. millions. Il va aussi finalement choisir une équipe. On a quand même au moins deux gros joueurs au niveau des noms qui vont peut-être choisir leur équipe et du coup rencontrer des équipes. Ça nous rappelle un peu l'époque où LeBron ou Kevin Durant prenaient leurs décisions. Ça sera un des feuilletons à suivre du coup sur la free agency. On sera évidemment ensemble pour faire des CQFR. Donc voilà, la saison est terminée en termes de jeu, mais en termes de match. Mais nous, on sera toujours là. On nous a posé la question il n'y a pas longtemps dans une discussion. Donc on sera là sans doute une grande partie du mois de juillet. On sera évidemment là pour la draft. Alors on n'en a pas parlé aujourd'hui de la draft des Français, mais il y a une nouvelle mock draft qui est sortie et on est très bien parti pour que les 2 premiers choix, ça soit 2 joueurs français. Donc voilà, on suivra tout ça ensemble. N'hésitez pas à rester branché sur la chaîne basketsession.com. Vous pouvez activer la cloche, il n'y a plus de spoiler. Il n'y a plus de spoiler, il n'y a plus de match, les mecs. Donc, moi, j'ai un spoiler par contre. Spoiler, je vous incite tous à souhaiter un très bon anniversaire à Antoine Pimel, ici présent. On est 20 juin. Voilà. Il fête ses 21 ans. Théo applaudit en coulisses et il vient de déboucher le champagne. Bon anniversaire. Et merci beaucoup. Profite bien, faites ça bien. Merci beaucoup, Shai. Écoutez, on se retrouvera demain pour un nouveau CQFR. Et d'ici là, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao, à demain.